Monsieur, excusez-moi de vous interrompre, mais cette bague. Ma voix s'éteignit lorsque l'homme en costume sombre leva les yeux des documents éparpillés sur la table. Ma mère en avait une identique. Le silence qui suivit fut assourdissant. La fourchette avec le saumon grillé s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Ses yeux bleus, qui quelques secondes auparavant semblaient fatigués, me transperçaient maintenant avec une intensité qui me retourna l'estomac. Comment avez-vous dit? Sa voix était rauque, presque un murmure. J'aurais dû me taire. Après 3 ans passés à servir des tables au Méridien, l'un des restaurants les plus chers de Manhattan, je n'avais jamais enfreint la règle fondamentale qui consiste à ne pas engager de conversation personnelle avec les clients. Surtout avec quelqu'un comme Adrien Keller, le milliardaire de la technologie qui avait demandé une table privée et à ne pas être dérangé. Mais cette bague en or avec une émeraude en forme de larme entourée de petits diamants était impossible à ignorer. Identique à celle que ma mère portait à son annulaire droit depuis aussi longtemps que je me souvienne. La même qu'elle n'enlevait jamais, ni pour les opérations chirurgicales, ni pendant les séances de chimiothérapie brutale. J'ai dit que ma mère avait une bague exactement identique à la vôtre. J'ai essayé de garder une voix ferme, mais mon cœur battait comme un tambour. Même design, même position. Je lui ai demandé toute ma vie d'où elle venait, mais elle ne me l'a jamais dit. Adrien Keller a posé sa fourchette. Le bruit métallique contre l'assiette résonna dans la zone VIP, vide comme un coup de feu. Ses mains, que j'avais remarquées comme étant parfaitement manucurées, se mirent à trembler légèrement. Quel est le nom de votre mère? La question fut posée à voix basse, mais avec une urgence qui ne cadrait pas avec son attitude d'homme d'affaires. Julia Santos. J'hésitais. Pourquoi cette question? Vous connaissez ma mère? C'est alors que survint quelque chose que je n'aurais jamais imaginé voir. Adrien Keller, un homme qui, selon le magazine Forbes, valait 4,2 milliards de dollars, pâlit complètement. Sa main droite se porta à sa poitrine, comme s'il avait du mal à respirer. Thomas. Sa voix retentit dans tout le restaurant. Thomas. Un homme en costume gris est apparu de nulle part, apparemment un agent de sécurité ou un assistant personnel. Grand, large, avec une cicatrice sur le front et le regard de quelqu'un qui n'hésiterait pas à casser des os si nécessaire. Oui, monsieur Keller? Escortez ce serveur dehors. Tout de suite. Adrien ne me quittait pas des yeux, mais il y avait plus que de la colère dans son expression. Y avait-il de la peur? Je m'appelle Victor Santos. J'ai 24 ans, je suis serveur de nuit depuis 3 ans et étudiant en gestion pendant la journée, quand j'arrive à assister aux cours. Ma vie a toujours été simple. Travailler pour payer les factures, étudier pour avoir un avenir meilleur et m'occuper de ma mère malade. Julia Santos, 48 ans, avait été diagnostiquée d'un cancer du sein à un stade avancé 6 mois auparavant. Les frais médicaux étaient astronomiques, même avec l'assurance maladie. Je travaillais 2 fois plus souvent que possible, parfois en servant le déjeuner et le dîner le même jour, afin d'obtenir les pourboires nécessaires qui complétaient mon salaire minimum. Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple question sur une bague pourrait me valoir d'être escorté hors d'un restaurant par un agent de sécurité privé. Attendez. Ai-je tenté de protester lorsque Thomas m'a saisi le bras avec une force inutile? Je lui ai juste posé une question sur la bague. Qu'y a-t-il de mal à cela? Adrien s'est levé brusquement, renversant sa chaise. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il viendrait me parler, m'expliquer sa réaction. Au lieu de cela, il a sorti son téléphone et a composé rapidement un numéro. J'ai besoin d'informations sur une certaine Julia Santos. Tout de suite. Oui, c'est urgent. Sa voix tremblait. Trouvez tout ce que vous pouvez. Adresse, antécédents, famille. Il s'interrompit et me regarda droit dans les yeux. Et découvrez si elle a un enfant. Le sang se glaça dans mes veines. Thomas me tirait déjà vers la sortie quand j'ai entendu Adrien crier une dernière chose au téléphone. Et vérifier s'il existe un acte de naissance pour un enfant né entre 1999 et 2000. Le nom du père, laissez-le en blanc. La porte du restaurant se referma derrière moi avec un claquement définitif. Je me retrouvais là, sur le trottoir glacial de décembre, sans comprendre absolument rien à ce qui venait de se passer. Mais une chose était sûre, cet homme connaissait ma mère. Et sa réaction suggérait qu'il y avait bien plus dans cette histoire qu'une simple bague de famille. Alors que je marchais dans la rue en essayant de comprendre les 10 dernières minutes, une question me trottait dans la tête. Pourquoi un milliardaire que je n'avais jamais vu auparavant réagissait-il comme si j'étais un fantôme du passé? Si vous aimez cette histoire de mystères familiaux et de secrets du passé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que j'ai découvert dans les 24 heures qui ont suivi allait changer ma vie pour toujours. Et l'appel que j'ai reçu cette même nuit a prouvé que quelques questions simples peuvent ouvrir des portes qui étaient fermées depuis plus de 2 décennies.
L'appel est arrivé à 2 heures du matin. Victor Santos. La voix était grave, professionnelle. Je m'appelle Thomas Beck. Je travaille pour monsieur Adrien Keller. Il aimerait vous parler demain. J'étais déjà réveillé, revivant les événements de la soirée au restaurant. Parler de quoi? Il m'a expulsé du restaurant pour une simple question. De votre mère. Et de la bague. Un frisson me parcourut l'échine. Comment avez-vous obtenu mon numéro? Monsieur Keller a des ressources. Pouvez-vous nous retrouver demain à 10 heures du matin? Au Starbucks de la 5e avenue et de la 42e rue. Avant que je puisse répondre, il raccrocha. Je passai le reste de la nuit à faire des recherches sur Adrien Keller. Forbes, Wikipédia, interviews, articles sur les technologies. Son parcours officiel était impressionnant. Né en Allemagne, il était arrivé aux États-Unis à l'âge de 18 ans avec 500 $ en poche. Il avait commencé comme programmeur indépendant, puis avait créé un logiciel de gestion qui avait révolutionné les petites entreprises. Il avait vendu sa première entreprise pour 50 millions à l'âge de 28 ans. La deuxième pour 500 millions. La troisième, qu'il dirigeait toujours, valait des milliards. Mais il y avait d'étranges lacunes dans sa chronologie. Entre 1998 et 2001, pratiquement rien. Comme si ces 3 années n'existaient tout simplement pas dans les archives publiques. Et toutes les photos publiques de lui montraient une chose, il était toujours seul. Il ne s'était jamais marié, n'avait jamais eu d'enfant connu, n'apparaissait jamais avec des petites amies lors d'événements sociaux. Pour un milliardaire de 45 ans, c'était inhabituel. Le lendemain matin, je suis arrivé au Starbucks 10 minutes avant l'heure prévue. Thomas Beck était déjà là, à la table du coin, en costume sombre, avec une posture militaire. Il était encore plus intimidant à la lumière du jour. « Asseyez-vous » m'a-t-il dit lorsque je me suis approché. Ce n'était pas une invitation. « Où est votre patron? Il arrivera bientôt. J'ai d'abord besoin de savoir certaines choses. » Il posa un petit magnétophone sur la table. « Quand votre mère est-elle arrivée aux États-Unis? Écoutez, je ne sais pas à quoi vous jouez, mais en 1999 ou en 2000. » Sa voix coupa court à mon objection. Quelque chose dans son intensité me poussa à répondre. En 2000. En janvier 2000. Elle était enceinte de moi. Thomas prit une note. Et avant cela, où était-elle? En Italie. Elle s'occupait de ma grand-mère qui était mourante. Je fronçai les sourcils. En quoi est-ce important? Votre mère a-t-elle déjà mentionné avoir rencontré quelqu'un ici avant de partir en Italie? J'hésitais. Ma mère avait toujours été discrète sur son passé, mais il y avait des indices. Des photos coupées où l'on pouvait voir le bras d'un homme. Une chanson particulière qui la faisait pleurer. Et cette bague qu'elle ne quittait jamais. Peut-être. Elle n'en a jamais parlé ouvertement, mais... Je m'interrompis en voyant Adrien Keller s'approcher. Il semblait différent de la veille. Toujours élégant, mais il y avait une fragilité dans ses mouvements, comme s'il avait peu dormi. Ou pas du tout. Victor. Il s'assit sur la chaise restante, étudiant mon visage avec une intensité qui me mettait mal à l'aise. Merci d'être venu. Je n'avais pas vraiment le choix. Un petit sourire, sans humour. C'est juste. Je vais être direct. Je crois avoir rencontré votre mère il y a 25 ans. Je crois que vous avez tous les deux disparu de ma vie de la manière la plus douloureuse qui soit. Et maintenant, 25 ans plus tard, vous apparaissez dans un restaurant, utilisant son nom de famille, me posant des questions sur une bague que j'ai offerte à la femme que j'aimais et que j'ai perdue. Le monde s'est arrêté. Vous avez offert cette bague à ma mère? Si votre mère est Julia Santos, alors oui. Adrien tendit la main gauche, montrant la bague en or sertie d'une émeraude. Nous en avons acheté 2. Elle en a pris une, j'ai gardé l'autre. C'était notre promesse. La promesse de quoi? Que nous reviendrions l'un vers l'autre. Sa voix était chargée d'une douleur ancienne. Elle a dû partir en Italie lorsque sa grand-mère a eu un accident vasculaire cérébral. Elle a promis de revenir dans 6 mois. J'ai promis d'attendre. Thomas se pencha en avant, observant chacune de mes réactions. Et elle est revenue. Je ne sais pas, Adrien ferma brièvement les yeux. En décembre 1999, j'ai reçu une offre d'emploi qui allait changer ma vie. Mais cela signifiait changer d'appartement, de numéro de téléphone, tout changer. J'ai laissé un message au concierge, des notes aux voisins. Quand elle reviendrait, elle saurait où me trouver. Mais elle n'a pas réussi. Apparemment non. Et moi? Il fit une pause, cherchant ses mots. J'ai passé 2 ans à la chercher. J'ai engagé des détectives, j'ai parcouru tous les registres d'immigration,
toutes les Julia Santos que j'ai pu trouver. Rien. Finalement, j'ai supposé qu'elle avait décidé de rester en Italie, qu'elle était passée à autre chose. J'eus un nœud à l'estomac. Et maintenant, tu découvres qu'elle était ici depuis le début. Victor, je dois te poser une question qui va te sembler indiscrète, mais qui va tout changer pour nous trois. Adrien se pencha en avant. C'est quand ton anniversaire? Le 15 mars 2000. Le silence qui suivit fut assourdissant. Thomas baissa lentement le magnétophone. Adrien ferma les yeux, le souffle irrégulier. Le 15 mars, répéta Adrien, plus pour lui-même. 9 mois après juin 1999. De quoi parlez-vous? Victor, si ta mère est la Julia que j'ai connue, si elle est revenue d'Italie enceinte en janvier 2000. Adrien me regarda droit dans les yeux. Alors tu es peut-être mon fils. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. C'est impossible. Ma mère m'a dit que mon père était un Italien qui l'avait abandonné. Elle m'a dit. Elle a dit ce qu'elle croyait être la vérité, l'interrompit Thomas. Si elle est revenue et n'a pas réussi à retrouver M. Keller, si elle a pensé qu'il était passé à autre chose. Elle a inventé une histoire, a conclu Adrien. Pour te protéger. Et pour se protéger elle-même de la douleur d'avoir été soi-disant rejetée. Je me suis levé brusquement, la chaise raclant bruyamment le sol. Non. C'est fou. Vous essayez de me manipuler pour une raison que je ne comprends pas. Victor. Non. Plusieurs personnes se sont retournées pour nous regarder. J'ai baissé la voix, mais j'ai gardé la même intensité. Ma mère est en train de mourir d'un cancer. Elle en est au stade terminal. Et maintenant, vous me sortez cette histoire absurde à propos de bagues et de promesses et... Elle est en train de mourir. La voix d'Adrien était un murmure dévasté. Quelque chose dans la façon dont il posa la question, la douleur sincère dans son expression, me fit m'arrêter. Diagnostic il y a 6 mois. Les médecins lui ont donné 1 an, tout au plus. Adrien enfouit son visage dans ses mains. Quand il releva les yeux, il avait les larmes aux yeux. 25 ans à la chercher, et elle est en train de mourir. Thomas posa une main sur l'épaule d'Adrien. Monsieur, il reste encore du temps. Si c'est vraiment Julia. Je dois la voir, dit Adrien en me regardant. Victor, je dois la voir immédiatement. Elle est à l'hôpital. Mount Sinai. Mais je ne vais pas vous laisser débarquer là-bas et lui causer un choc qui pourrait la tuer plus vite. Alors venez avec nous. Préparez-la. Dites-lui ce que vous voulez, ce que vous jugez bon. Mais, s'il vous plaît. Sa voix se brisa. S'il y a vraiment une chance qu'elle soit la Julia que j'ai aimée, que vous soyez mon fils, je ne peux pas perdre plus de temps. Je regardais les 2 hommes devant moi. Thomas, le garde du corps professionnel gardant son sang-froid militaire. Adrien Keller, l'un des hommes les plus puissants du pays, pleurant dans un Starbucks pour une femme qu'il a perdue il y a 2 décennies et demie. Si vous avez vraiment aimé ma mère, dit-il enfin, si ce n'est pas une sorte de manipulation cruelle, alors vous devez comprendre une chose. Elle a passé 24 ans à élever seule un fils, travaillant comme femme de ménage pour payer nos factures. Si vous lui faites du mal de quelque manière que ce soit, si vous causez davantage de souffrance à la courte vie qui lui reste, je vous détruirai. Que vous soyez milliardaire ou non. Adrien acquiesça lentement. Si je lui fais du mal, je mérite d'être détruit. D'accord. Alors allons à l'hôpital. Mais nous ferons les choses à ma façon. Alors que nous marchions vers la limousine sombre garée à l'extérieur, une question me taraudait l'esprit. Si cette histoire folle était vraie, si Adrien Keller était vraiment mon père, qu'est-ce que cela signifierait pour ma mère dans les derniers mois de sa vie? Et pourquoi, malgré toute la folie de la situation, une partie de moi espérait-elle secrètement que ce soit vrai? La vérité nous attendait dans la chambre 407 du Mount Sinai. Et aucun de nous n'était préparé à ce que nous allions découvrir lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvriraient. Le trajet jusqu'au Mount Sinai fut tendu. Adrien ne dit pas un mot pendant les 20 minutes que dura le trajet dans le trafic de Manhattan, se contentant de regarder par la fenêtre avec un air distant. Thomas conduisait dans un silence professionnel. Je repassais mentalement comment j'expliquerais à ma mère mourante qu'un milliardaire inconnu prétendait être l'amour perdu de sa jeunesse. Et peut-être mon père. Elle est dans la chambre 407, dit-il lorsque nous arrivâmes à l'hôpital. Mais avant de monter, vous devez comprendre une chose. Le cancer est à un stade avancé. La chimiothérapie lui a fait perdre tous ses cheveux. Elle pèse 15 kilos de moins qu'il y a 6 mois. Si vous l'avez vraiment aimée, préparez-vous à la voir très différente. Adrien acquiesça, mais je remarquai que ses mains tremblaient légèrement. Dans l'ascenseur, il demanda « Comment a-t-elle découvert son cancer ?» Elle a senti une grosseur en prenant sa douche. Elle l'a ignorée pendant 3 mois parce que nous n'avions pas les moyens de faire des examens.
quand elle est finalement allée chez le médecin. Je m'interrompis, la colère d'autrefois revenant. Il était trop tard pour une chirurgie conservatrice. Double mastectomie, chimiothérapie agressive, radiothérapie. Et même ainsi, les médecins ne lui donnent que quelques mois. Quelques mois. Sa voix était étranglée. 1 an au maximum. C'était il y a 6 mois. L'ascenseur s'est arrêté au 4e étage. Oncologie. L'odeur de désinfectant et l'atmosphère pesante d'un endroit où les gens venaient pour lutter contre la mort. La chambre 407 se trouve au bout du couloir, a répondu l'infirmière lorsque nous lui avons demandé. La patiente est réveillée, mais elle a passé une matinée difficile. Faites en sorte que la visite soit brève. Une matinée difficile. Cela signifiait des vomissements dus à la chimiothérapie ou des douleurs que les analgésiques ne parvenaient pas à soulager. Je me suis arrêté devant la porte de la chambre. Maman, j'ai amené quelqu'un pour te rencontrer. Entre, mon fils. Sa voix était faible, mais affectueuse comme toujours. J'ai ouvert la porte doucement. Ma mère était assise dans son lit, appuyée contre des oreillers, coiffée d'un bonnet coloré pour cacher sa calvitie. Elle était trop maigre, sa peau était jaunâtre, mais ses yeux bruns brillaient encore de vie. Maman, voici Adrien Keller. J'ai hésité. Comment expliquer? Il dit qu'il t'a rencontré il y a de nombreuses années. Julia regarda Adrien. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, comme si un fantôme venait de se matérialiser, toute couleur disparut de son visage. Dio mio, murmura-t-elle. Adrien. Bonjour, Julia. Sa voix se brisa. Tu es magnifique. C'était un mensonge gentil. Elle était ravagée par la maladie. Mais dans ses yeux, je pouvais voir qu'il voyait vraiment la femme de 23 ans qu'il avait aimée. Non, je ne le suis pas, dit-elle en riant nerveusement. Je suis chauve et je ressemble à un squelette. Mais toi, ses yeux se remplirent de larmes. Tu es exactement comme dans mes souvenirs. Peut-être avec quelques cheveux gris, mais les mêmes yeux bleus. Adrien s'approcha lentement du lit. Je peux? Il désigna la chaise à côté. Bien sûr. Ils se regardèrent en silence pendant un long moment. Puis Julia tendit la main droite, montrant la bague en or sertie d'une émeraude. Je ne l'ai jamais enlevée, dit-elle doucement. Adrien montra la sienne. Moi non plus. Je vais vous laisser discuter, dis-je en me dirigeant vers la porte. Non, Victor. Ma mère me saisit la main avec une force surprenante. Reste, s'il te plaît. Je m'assis dans un coin de la chambre, observant 2 inconnus qui se connaissaient manifestement très bien. Pourquoi n'es-tu pas revenu? Demanda Adrien, la voix pleine de douleur. J'ai attendu 2 ans. Je t'ai cherché partout. Je suis revenu, répondit Julia, les larmes coulant sur ses joues. En janvier 2000. Je suis allé à ton appartement. Le propriétaire m'a dit que tu avais déménagé en décembre. Sans laisser de nouvelle adresse. Ton téléphone était éteint. J'ai laissé un message. Je lui ai dit de te donner mon nouveau numéro. Il ne m'a jamais rien dit. Je t'ai cherché pendant 2 semaines. Enceinte de 7 mois, j'ai cherché dans tous les endroits que nous connaissions. Le mot « enceinte » flottait dans l'air comme une bombe. 7 mois. Adrien fit rapidement le calcul. Juillet 1999. J'ai découvert que j'étais enceinte 1 mois après mon arrivée en Italie. Je voulais te le dire, mais les appels internationaux coûtaient très cher, et ma nonna était en train de mourir. J'ai pensé que je te le dirais à mon retour. Mais quand tu es revenu, j'avais disparu. Et j'étais seule, enceinte, sans argent, sans endroit où vivre. Julia m'a regardé. Alors j'ai inventé une histoire à propos d'un Italien qui m'avait abandonné. C'était plus facile que d'expliquer que l'homme que j'aimais avait disparu. La pièce était silencieuse, à l'exception du bip constant des appareils médicaux. Julia, murmura Adrien. Victor est mon fils? Regarde-le, Adrien. Les mêmes yeux bleus. La même mâchoire obstinée. La même façon de froncer les sourcils quand il réfléchit. Je me suis levé brusquement. Je vais chercher du café. Victor, attends. J'ai besoin d'air frais. Je suis sorti rapidement de la chambre, passant devant les infirmières, le poste médical, jusqu'à atteindre le bout du couloir où se trouvait une petite salle d'attente vide. Je me suis assis lourdement sur une chaise en plastique, enfouissant mon visage dans mes mains. 24 ans. 24 ans à faire des doubles gardes pour aider à subvenir aux besoins de ma mère célibataire. 24 ans à l'entendre dire que mon père était un lâche qu'il avait abandonné alors qu'elle était enceinte. 24 ans à imaginer ce que ça aurait été de le connaître.
Et maintenant, je découvrais qu'il avait été là tout ce temps. Riche, puissant, capable de payer tous les traitements médicaux que nous n'avions pas les moyens de nous offrir. Capable d'offrir à ma mère une vie complètement différente. Capable de m'offrir un père. Victor. Thomas m'avait suivi. Ça va? Non. Je l'ai regardé. Je ne vais pas bien. Ma mère est en train de mourir. J'ai découvert que mon père est un milliardaire qui a été à des kilomètres de moi toute ma vie, et maintenant je ne sais pas quoi ressentir. Thomas s'assit sur la chaise à côté de moi. Je peux te dire quelque chose? J'acquiesçai. Monsieur Keller ne s'est jamais marié. Il n'a jamais eu d'enfant. Il n'a jamais trouvé quelqu'un qui puisse rivaliser avec le souvenir de Julia. Pendant 25 ans, il a porté cette perte comme une blessure ouverte. Et moi? Si tu es vraiment son fils, tu es le rêve qu'il ne savait pas avoir perdu. Je suis retourné dans la chambre 1 heure plus tard. Adrien et ma mère se tenaient la main et discutaient à voix basse. Elle semblait plus animée que je ne l'avais vue depuis des mois. Comment te sens-tu, maman? Mieux. Beaucoup mieux. Elle a souri, un sourire sincère pour la première fois depuis des semaines. Adrien m'a parlé de son entreprise, de ce qu'il a fait ces 25 dernières années. Et elle m'a parlé de toi, a dit Adrien. De la façon dont tu travailles 2 fois plus pour aider à payer les frais médicaux. Comment tu as abandonné tes études pour prendre soin d'elle. Quelqu'un devait le faire. Oui, mais ça n'aurait pas dû être toi. Pas tout seul. À ce moment-là, le docteur Martinez entra dans la chambre. Comment va notre patiente? Elle s'arrêta en voyant Adrien. Oh, excusez-moi. Je ne savais pas qu'il y avait des visiteurs. Docteur Martinez, voici Adrien, un vieil ami, dit ma mère. Le médecin acquiesça poliment, puis se tourna vers moi. Victor, puis-je vous parler dans le couloir? Au sujet des résultats des derniers examens. Mon estomac se noua. Les résultats n'étaient jamais discutés dans le couloir, sauf s'ils étaient mauvais. Bien sûr. Dans le couloir, le docteur Martinez a fermé la porte derrière nous. Les examens montrent une progression accélérée de la maladie. Le cancer s'est propagé au foie et aux poumons plus rapidement que prévu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous n'avons peut-être pas 1 an, Victor. Nous avons peut-être quelques mois. Peut-être moins. Le monde s'est mis à tourner. A-t-il quelque chose que nous puissions faire? Il existe un traitement expérimental à l'essai à Sloan Kettering. Une immunothérapie combinée à une thérapie génique. Mais, elle a hésité. Cela coûte 200 000 $. L'assurance ne couvre pas les traitements expérimentaux. 200 000 $. Plus d'argent que je ne gagnerai en 5 ans à servir d'étable. Combien de temps ai-je pour me décider? Quelques jours. 1 semaine au maximum. Après cela, elle sera trop affaiblie pour suivre le protocole. Je suis retourné dans la chambre, les jambes tremblantes. Adrien et ma mère ont cessé de parler lorsqu'ils ont vu mon expression. Qu'a dit le médecin? A demandé ma mère, sachant déjà que c'était une mauvaise nouvelle. Je leur ai parlé de la progression de la maladie. Du traitement expérimental. Du coup, le silence qui a suivi était pesant. 200 000 $, a répété lentement ma mère. Mijo, tu sais que nous n'avons pas cet argent. Je paierai, a immédiatement répondu Adrien. Non, a secoué la tête ma mère. Je ne peux pas accepter cela. Tu as déjà disparu de ma vie 1 fois. Je ne veux pas être un fardeau maintenant. Julia, tu n'as jamais été un fardeau. Et si Victor est vraiment mon fils? Il m'a regardé. Alors j'ai perdu 24 ans. Je ne vais pas te perdre toi aussi. J'observais les 2 adultes qui avaient perdu tant de temps, discutant d'argent alors que le temps restant leur filait entre les doigts. C'est à ce moment-là que je pris une décision qui allait tout changer. Nous faisons d'abord le test ADN, dis-je fermement. Avant toute chose. Nous devons être sûrs. Victor, commença ma mère. Non, maman. S'il est mon père, alors il a le droit de nous aider. S'il ne l'est pas, alors nous ne pouvons pas accepter l'argent d'un étranger par pitié. Adrien acquiesça. Je suis d'accord. Thomas peut organiser le test dès aujourd'hui. Les résultats seront disponibles dans 48 heures. Et s'il est positif? Demandai-je. Alors nous paierons le traitement. Et tu ne travailleras plus jamais comme serveur, sauf si c'est par choix. Et si le résultat est négatif? Adrien hésita. Je proposerai quand même mon aide. En tant qu'ami qui veut faire la différence. Je regardais ma mère, maigre et fragile dans son lit d'hôpital. Puis l'homme qui pourrait être mon père, qui avait les moyens de lui sauver la vie. D'accord. Faisons le test.
Ce qu'aucun d'entre nous ne savait à ce moment-là, c'est que les résultats du test ADN révéleraient bien plus que la paternité. Ils révéleraient une vérité qui avait été enterrée 25 ans auparavant, une vérité que certaines personnes étaient prêtes à tout pour garder secrète. Et lorsque cette vérité finirait par éclater au grand jour, nous découvririons que notre réunion n'était pas une simple coïncidence. Elle était le résultat d'un mensonge soigneusement orchestré qui était sur le point de s'effondrer de manière spectaculaire. Les résultats sont arrivés par email 47 heures plus tard. Thomas m'a appelé à 7 heures du matin. Victor, Monsieur Keller aimerait que nous soyons tous présents lorsque nous ouvrirons les résultats. Pouvez-vous être à l'hôpital dans 1 heure? Ma mère était réveillée lorsque nous sommes arrivés dans la chambre 407. Adrien était déjà là, assis à côté de son lit, tous deux discutant à voix basse comme de vieux amants retrouvés. C'était étrange de les voir ensemble, comme si 25 ans s'étaient effacés du jour au lendemain. Prêt? Demanda Adrien lorsque je suis entré. J'ai acquiescé. Thomas a ouvert l'enveloppe scellée, l'a lue en silence, puis nous a regardés tous les trois. Probabilité de paternité, 99,9%. Le silence qui suivit n'était rompu que par le bip constant des moniteurs médicaux. Alors c'est vrai, murmura ma mère, les larmes coulant sur son visage. Victor, mon fils, tu as trouvé ton père. Adrien s'est levé lentement, s'est approché de moi et, pour la première fois de ma vie, mon père m'a pris dans ses bras. 24 ans, a-t-il murmuré. J'ai perdu 24 ans avec toi. Mais quelque chose me tracassait. Alors qu'il célébrait cette confirmation, une question me trottait dans la tête. Comment 2 adultes amoureux avaient-ils pu se perdre dans une ville? Comment aucun des deux n'avait réussi à retrouver l'autre pendant 2 années entières? Adrien, dis-je lorsque nous nous séparâmes. J'ai besoin de comprendre quelque chose. Tu as dit avoir laissé un message au concierge de l'immeuble. Quel était son nom? Monsieur Kovac. Pourquoi? Et ma mère a dit qu'il avait affirmé que tu n'avais pas laissé d'adresse. Cela n'a aucun sens. Adrien fronça les sourcils. J'ai laissé mon nouveau numéro de téléphone, mon adresse, et même le nom de l'entreprise où je travaillais. Je lui ai dit de tout noter. Je regardais ma mère. Maman, tu es sûre d'avoir interrogé le bon concierge? Bien sûr. Un vieil homme européen, toujours de mauvaise humeur. Il a dit qu'Adrien était parti sans rien laisser. Kovac était tchèque, il avait environ 70 ans à l'époque, confirma Adrien. Il a toujours été grossier, mais fiable. Quelqu'un mentait, dis-je lentement. La question est de savoir qui et pourquoi. Thomas, qui était resté silencieux, se pencha en avant. Monsieur Keller, avez-vous encore des contacts dans l'ancien immeuble? Probablement pas. Cela fait 25 ans. Laissez-moi m'en occuper. Je peux obtenir des registres. 2 heures plus tard, j'étais à l'hôpital, perdu dans mes pensées pendant que ma mère passait des examens pour le programme expérimental, lorsque mon téléphone sonna. Victor. C'était Thomas. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. L'immeuble où vivait Monsieur Keller a été racheté en 2001 par une société d'investissement. Devine Holdings. Et alors? Devine Holdings appartient à Richard Devine. Il est l'associé majoritaire de l'entreprise où Adrien travaille actuellement. Je connaissais ce nom grâce aux articles que j'avais lus. Il est en quelque sorte le parrain de la carrière d'Adrien. Exactement. Et voici la partie intéressante. Richard Devine était déjà propriétaire de plusieurs immeubles à Manhattan en 1999, y compris certains situés à proximité de l'immeuble où vivait Monsieur Keller. Un frisson me parcourut l'échine. Vous suggérez qu'il connaissait mon père à cette époque? Je suggère que cela vaut la peine d'enquêter. Je raccrochai et restai à regarder par la fenêtre de l'hôpital. Richard Devine. J'avais vu des photos de lui dans des magazines économiques. Un homme d'une 60aine d'années, toujours impeccablement vêtu, connu pour son esprit stratégique et sa vision à long terme. Également connu pour son dévouement total aux affaires et pour ne jamais laisser quoi que ce soit interférer avec ses investissements, y compris les relations amoureuses de ses protégés. Je suis retourné dans la chambre où Adrien attendait les résultats des examens de ma mère. Adrien, puis-je te demander comment tu as rencontré Richard Devine? Il m'a regardé avec surprise. Richard? C'est lui qui m'a proposé le poste dans la start-up en décembre 1999. Pourquoi cette question? Comment a-t-il entendu parler de toi? Eh bien, je faisais quelques petits boulots de programmation en freelance. De petits projets pour des entreprises locales. D'une manière ou d'une autre, mon travail lui est parvenu et il m'a proposé une opportunité dans l'entreprise qu'il finançait. Et tu n'as pas trouvé étrange qu'un investisseur milliardaire s'intéresse à un programmeur débutant? Adrien a hésité.
À l'époque, j'ai pensé que c'était de la chance. Richard m'a dit qu'il était impressionné par mon potentiel, qu'il voulait me donner une chance de m'épanouir sans distraction. Sans distraction. Il a toujours été très axé sur la productivité. Il disait que les relations personnelles pouvaient compromettre le dévouement à l'entreprise. Les pièces commençaient à s'assembler d'une manière qui me mettait en colère. Adrien, Richard était-il au courant pour ma mère? Il savait que j'avais une relation sérieuse. En fait, il n'aimait pas cette idée. Adrien fit une pause, une lente compréhension traversant son visage. En fait, il a même dit que ce serait mieux pour ma carrière si je me concentrais entièrement sur le travail. Et quand ma mère est partie en Italie? C'est Richard qui m'a convaincu d'accepter plus d'heures, plus de projets. Il a dit que c'était une occasion unique de prouver ma valeur tant que j'étais temporairement libre de tout engagement. Le sang bouillonnait dans mes veines. Et le déménagement? C'était son idée. Il disait que ce serait plus pratique de vivre près du bureau. Il a même trouvé l'appartement et payé la caution. Il a contrôlé toute ta vie, Adrien. Il s'est assuré que tu sois trop occupé et géographiquement trop loin pour retrouver ma mère à son retour. Adrien pâlit. Tu insinues que Richard a délibérément saboté ma relation? Je ne l'insinue pas. Je l'affirme. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire quelque chose qui allait tout changer. Je n'allais pas seulement dénoncer Richard Devine pour ce qu'il avait fait. J'allais utiliser ses propres méthodes contre lui. S'il y a une chose que 24 ans passés à travailler pour subvenir aux besoins d'une famille m'ont apprise, c'est que les personnes puissantes ne comprennent qu'un seul langage. Les conséquences réelles qui affectent leur pouvoir réel. Pendant qu'Adrien digérait cette révélation, j'étais déjà en train d'élaborer un plan. Richard Devine avait volé 25 ans de la vie de mes parents. Il m'avait volé mon père. Il avait condamné ma mère à une vie de difficultés inutiles. Et maintenant, alors qu'elle luttait contre le cancer dans les derniers mois de sa vie, il continuait à prospérer, sans jamais subir les conséquences de ses manipulations. Mais cela était sur le point de changer. Si vous suivez ce parcours de découverte familiale et que vous vous demandez jusqu'où quelqu'un peut aller pour protéger ses intérêts, ne partez pas, car ce que j'ai découvert sur Richard Devine au cours des 48 heures suivantes prouverait que certaines personnes sont capables de tout pour garder le contrôle. J'ai passé la nuit à faire des recherches sur Richard Devine, ses entreprises, sa famille, ses relations. Et lorsque le soleil s'est levé le lendemain matin, j'avais entre les mains non seulement la preuve qu'il avait séparé mes parents, mais aussi les outils nécessaires pour lui rendre 25 ans de manipulation avec intérêt composé. L'homme qui pensait avoir parfaitement contrôlé le destin de ma famille était sur le point de découvrir qu'il avait complètement sous-estimé le fils que son ingérence avait créé. Et la leçon que j'étais sur le point de lui enseigner serait une leçon qu'il n'oublierait jamais. 48 heures après avoir découvert la vérité sur Richard Devine, j'étais assis dans un café discret du quartier financier, attendant la personne qui allait tout changer. Jennifer Walsh est arrivée ponctuellement à 3 heures de l'après-midi. Journaliste d'investigation au Wall Street Journal, spécialisée dans les scandales financiers. La cinquantaine, les cheveux grisonnants, le regard perçant de celle qui a passé des décennies à démêler les mensonges des hommes puissants. Alors, Victor Santos, dit-elle en s'asseyant en face de moi. Thomas Beck m'a dit que vous aviez une histoire sur Richard Devine. Il m'a également dit que j'avais 24 heures pour vérifier les faits avant que vous ne les transmettiez à un autre journal. J'ai mieux qu'une histoire. J'ai des documents complets montrant comment un milliardaire a délibérément manipulé la vie d'innocents pour garder le contrôle sur ses investissements. Je posai un dossier sur la table. Jennifer l'ouvrit et le feuilleta rapidement. Des relevés téléphoniques, des contrats de location, des témoignages. Elle s'arrêta sur une photo. C'est Adrien Keller, mon père, que j'ai découvert être mon père il y a 3 jours. Au cours de l'heure qui a suivi, je lui ai tout raconté. La séparation orchestrée, les 25 années perdues, ma mère mourant sans avoir jamais reçu le soutien qu'elle méritait, Richard contrôlant chaque aspect de la carrière d'Adrien pour s'assurer qu'il n'ait jamais de distraction personnelle. Avez-vous des preuves que Richard savait spécifiquement pour votre mère? Mieux que ça. J'ai des preuves qu'il a fait la même chose à au moins 4 autres cadres au fil des ans. Un schéma systématique d'ingérence dans la vie personnelle des employés. L'expression de Jennifer a changé. Montrez-moi. J'avais passé 2 jours à enquêter, en utilisant les ressources mises à disposition par Thomas. Ce que nous avons découvert était dévastateur. Richard Devine avait manipulé les relations personnelles de ses principaux cadres pendant des décennies. Un schéma clair de contrôle et d'isolement. Michael Torres, directeur financier de Devintech de 2005 à 2010. Richard est intervenu pour qu'il perde la garde de sa fille lors d'un divorce conflictuel. Sarah Kim, ancienne vice-présidente du marketing. Richard a saboté ses fiançailles en engageant un détective privé pour fabriquer des preuves d'infidélité.
David Chen, ancien directeur des opérations. Richard a délibérément muté sa femme dans un autre état lors d'une promotion cruciale, ce qui a entraîné leur séparation. Jennifer prenait furieusement des notes. Avez-vous réussi à contacter ces personnes? 3 des 4 ont accepté de vous parler. Sous couvert d'anonymat dans un premier temps, mais prêt à témoigner publiquement si nécessaire. Et le 4e, David Chen s'est suicidé en 2015. Dépression résultant de l'isolement forcé et de la perte de sa famille. Le silence qui suivit fut lourd. Mon Dieu, murmura Jennifer. Combien de vies cet homme a-t-il détruites? C'est exactement la question que je veux que le monde se pose. Jennifer ferma le dossier. J'ai besoin de 48 heures pour tout vérifier. Si la moitié de ces informations sont vérifiables, Richard Devine vivra le pire cauchemar de sa vie à la une des journaux. 48 heures, c'est parfait. Il me reste une dernière pièce du puzzle à mettre en place. Je quittai le café et appelai Adrien. Tu as rendez-vous avec Richard demain? Oui, notre réunion stratégique mensuelle. Pourquoi? J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Pour nous. Pour ma mère. Le lendemain matin, Adrien est entré dans le bureau de Richard Devine avec un enregistreur numérique discrètement fixé à sa poitrine. Le plan était simple, confronter Richard à ce que nous savions et enregistrer sa réaction. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'est que Richard nous attendait déjà. Adrien, mon ami, a dit Richard lorsque mon père est entré dans la pièce. Tu as amené de la compagnie? J'étais caché derrière la porte du bureau, mais Richard savait exactement où j'étais. Entrée, Victor Santos. Ou devrais-je dire Victor Keller? Mon sang s'est glacé. Comment le savait-il? Ah, vous pensiez pouvoir enquêter sur ma vie sans que je m'en aperçoive. Richard sourit, mais son expression n'avait rien d'amusé. J'ai des gens qui surveillent toute mention de mon nom dans les médias. Quand Jennifer Walsh a commencé à passer des coups de fil hier, je l'ai su immédiatement. Je suis entré lentement dans le bureau. Adrien semblait perplexe, mais il se tenait droit. Richard, est-ce vrai ce que Victor a découvert? Demanda Adrien sans détour. Avez-vous délibérément saboté ma relation avec Julia? Saboté. Richard rit. Adrien, j'ai sauvé votre carrière. Aujourd'hui, vous ne seriez qu'un programmeur moyen vivant dans une maison de banlieue, préoccupé par les frais scolaires et les hypothèques. Je serais heureux. Vous seriez médiocre. La voix de Richard devint froide. Et je n'investis pas dans la médiocrité. Alors tu l'admets, dis-je en activant discrètement mon propre enregistreur. Tu as intentionnellement détruit notre famille. J'ai bâti un empire. Et si certaines personnes ont vu leurs sentiments blessés dans le processus, eh bien, ce sont les décisions difficiles qui séparent les visionnaires des rêveurs. C'était exactement l'aveu dont nous avions besoin. Vous avez détruit des vies, Richard. David Chen est mort à cause de vous. David Chen était faible. Comme vous l'auriez été si j'avais laissé cette Italienne vous distraire. Cette Italienne est maintenant ma femme. Et elle est en train de mourir d'un cancer au moment où nous parlons. Pour la première fois, j'ai vu une fissure dans la façade de Richard. En train de mourir? En phase terminale. Il lui reste quelques mois à vivre. La voix d'Adrien tremblait. 25 ans perdus, Richard. 25 ans que j'aurais pu passer avec ma famille, et maintenant, il est trop tard. Eh bien, Richard hésita, clairement pris au dépourvu par cette information. C'est regrettable. Regrettable? M'écriai-je. Ma mère a passé 24 ans à travailler comme domestique pour subvenir à mes besoins. Seule. Parce que vous avez décidé de jouer à Dieu avec nos vies. J'ai bâti un héritage. Vous avez bâti un mausolée, l'interrompis-je. Rempli des cadavres des vies que vous avez détruites en chemin. C'est à ce moment-là que la porte du bureau s'ouvrit. Thomas Beck entra, suivi de 2 hommes en costume que je ne reconnus pas. Monsieur Devine, dit Thomas d'un ton formel, voici des agents du FBI. Ils ont quelques questions à vous poser au sujet de vos pratiques commerciales. Richard pâlit. Le FBI? De quoi parlez-vous? Ingérence criminelle dans la vie personnelle d'employés, coercition, homicide involontaire dans le cas de David Chen. Énuméra l'un des agents. Nous sommes autorisés à saisir tous vos registres d'entreprise. Richard me regarda avec une haine pure. Vous. Moi. Vous pensiez pouvoir contrôler des vies comme des pièces sur un échiquier. Mais vous avez oublié une chose, Richard. Certaines pièces finissent par apprendre à jouer leur propre jeu. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. Je vais vous détruire. Je vais détruire votre famille. Non, vous ne le ferez pas. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran.
Jennifer Walsh publie l'article sur vous dans 2 heures. Avec l'enregistrement complet de cette conversation, y compris vos aveux et les menaces que vous venez de proférer. De plus, ajouta Thomas, le conseil d'administration de Devine Holdings a convoqué une réunion d'urgence cet après-midi. Il semble que certains actionnaires importants aient reçu des informations inquiétantes sur les pratiques de gestion. Richard s'appuya sur la table, comprenant enfin l'ampleur de ce qui se passait. Vous avez orchestré tout ça. Comme vous l'avez fait avec nous pendant 25 ans. La différence, c'est que nos manipulations visent la justice, pas le pouvoir. Les agents s'approchèrent de Richard. Monsieur Devine, nous avons besoin que vous veniez avec nous pour répondre à quelques questions. Alors qu'il escortait hors du bureau, Richard me regarda une dernière fois. Ce n'est pas fini. Pour vous, c'est fini depuis longtemps. Vous ne le saviez pas encore. Adrien et moi nous sommes retrouvés seuls dans le bureau que Richard avait construit comme son trône. À travers les baies vitrées, nous pouvions voir Manhattan s'étendre sous nos yeux. 25 ans, murmura Adrien. Si j'avais su ce qu'il faisait. Tu aurais fait la même chose qu'aujourd'hui. La bonne chose. Mon téléphone a sonné. C'était Jennifer Walsh. Victor, l'article sort dans 1 heure. Richard Devine ne pourra plus déjeuner dans aucun restaurant décent de Manhattan après ça. Et les autres victimes. Elles ont toutes accepté de parler publiquement. Michael Torres prend l'avion depuis Chicago spécialement pour donner une interview à CNN demain. Sarah qui m'a engagé un avocat pour poursuivre Richard en justice pour préjudice moral. Cela va prendre des proportions plus importantes que nous ne l'avions imaginé. J'ai raccroché et j'ai regardé Adrien. Prêt à retourner à l'hôpital? Je suis sûr que ma mère voudra savoir comment s'est terminée notre petite réunion de famille. Notre réunion de famille, a-t-il répété en souriant pour la première fois depuis des jours. Alors que nous quittions le bâtiment de Devine Holdings pour la dernière fois, je ne pouvais m'empêcher de penser que Richard Devine avait passé des décennies à bâtir un empire fondé sur le contrôle et l'isolement. Mais il avait sous-estimé une chose fondamentale, la force d'une famille réunie. Et maintenant, alors que ses propres structures de pouvoir s'effondraient autour de lui, je retournais à l'hôpital pour passer du temps avec mes parents. Tous ensemble. Enfin, la vengeance avait été douce, mais les retrouvailles seraient encore plus douces. Et lorsque les gros titres ont commencé à apparaître dans tous les journaux de New York 2 heures plus tard, j'ai su que Richard Devine se réveillerait chaque jour pour le reste de sa vie en sachant exactement le prix à payer pour avoir joué avec le destin des autres. Mais je me réveillerais chaque jour en sachant que j'avais rattrapé le temps perdu avec ma famille. Et cela valait infiniment plus que n'importe quelle vengeance. 6 mois plus tard, ma mère était en rémission complète. Le traitement expérimental avait fonctionné au-delà de toutes les attentes. Richard Devine purgeait une peine pour coercition et ingérence criminelle. Son entreprise avait été répartie entre les victimes dans le cadre de l'accord judiciaire. Adrien et Julia s'étaient mariés à l'hôpital, lors d'une cérémonie modeste mais parfaite. J'ai terminé mes études sans avoir à travailler. Pour la première fois de notre vie, nous formions une famille complète. Lors de sa dernière comparution au tribunal, Richard m'a regardé et m'a dit « Tu as détruit ma vie ». « Non », ai-je répondu calmement. « Tu as détruit ta propre vie. Je me suis simplement assuré que tu en subisses enfin les conséquences. La justice est parfois lente, mais elle finit toujours par arriver. Ma mère est en vie, mon père est présent, et Richard a appris que manipuler des vies a un prix. Si cette histoire de famille réunie et de justice divine vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que la vérité finit toujours par triompher. Aujourd'hui, nous déjeunons ensemble tous les dimanches. 25 années perdues, mais le reste de notre vie devant nous. Wild at Heart, thank you for the follow. How are you? All right, everyone, get those marbles in. Get them 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 in. Drop them marbles. You have a chance of winning a game on Steam. Yeah, a game on Steam. If you're in Crikey's chat too and you can hear me, exclamation play, because you'll be able to also join in on the race and have a chance to win a game on Steam. Raina, you are nowhere in sight. I can't see you. There you are. Oh, wait, guys, my emote's not working. My emote's not working because my sub ran out and I need to reset the emote.
So exclamation play, everyone! Exclamation play, or use a different emote. I gotta go reset my emote. Shit, sorry about this. I need to go reset that now because my sub stopped and didn't tell me that it was fucking stopping. So I need to go now find where to do it again because I don't know where to do it. Kind of forgot. Emote. Yeah, I gotta reauthorize my Twitch. Okay, I just reauthorized my Twitch. It should work now, technically. I'm gonna test it myself. I don't want to kick any of yous. I'm gonna test it myself. Okay, obviously it's still not working. Might take 24 hours or something for it to kick back in. Alright, exclamation play if you haven't already. Get those marbles on the track. We're going to start a 69-second timer, so make sure to get those marbles in to see if you win the game. Hey, love, how you doing? Ah, Nick. Oh, we got an ad break. Key, you're not in there. Yes, I am an old man. This is gonna be. Bro, you have to do exclamation play. The emote's not working. Oh, emote's not working. The emote's not It's working. gonna You have to be do open exclamation world. play. Hey, There we Ducky. go. Hi. Hope you're doing well, mate. How you doing, mate? Not bad, not bad. Just chilling, playing games, having fun. Yeah. Likewise. Scarebot, do me a favor. Yeah. Shoot chaos. Bye. All right, and we're off. Shark I just got in. What the fuck? I said nothing. What you talking about? I said nothing. Nothing. I never said to Scarebot to shoot Chaos. Not at all. Why would I do that? Is mean. Why would you accuse me of something so mean, Chaos? You hurt my feelings. You, Like, Chaos. why would you do that? Like, that's so mean. Why, Chaos? Why? I'm gonna end stream now because you're so mean to me. Fucking Chaos. The slander. Oh, love it. They're in a squad running Trios on Hunt right now. Alright. I don't know if I go ghost character or regular. Oh, I've got a cowboy character, so I'm fine. I've gone a pirate. Yeah, Pirate the chick. slander of what you're saying to me, Chaos, not what I'm saying to you. Exactly. Come on, Chaos, get the world record. Get the world record, Chaos. Don't get the world record, Chaos, Chaos. get the world record. Get the world record, Chaos. Where's Wallow when Against you need Ducky, him to of course. fucking throw some Exactly. biddies at her? Thanks, Lilith, for coming back. Oh, come and throw some biddies at Chaos. Chaos, get the world record. Go, Chaos. You can do it. Get the world record, Chaos. Go for it. Oh, I'm a pirate.
Wait, no. Onyx gonna get it. I feel like Onyx is gonna win her own game. Obviously, it goes to second place. Onyx comes first. It goes to second place. Kill it with fire. Drop out 10,000 biddies and you'll get it. We should play that